Bonjour, bonsoir, téléspectateurs de Mandé TV, merci de votre constante fidélité pour ce plateau Entretien Brut. Entretien Brut, votre plateau, chers téléspectateurs, où on fait un décryptage de l'actualité, savoir ce qui se passe à l'horizon. Et pour ce faire, je suis accompagné d'invités, de collègues. Il s'agit de Monsieur Mamadou Bokoum. Monsieur Bokoum, bonjour. Bonjour Fadima, bonjour à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de Mandé TV. Merci, c'est un plaisir de recevoir un confrère sur le plateau de Mandé TV. Et aussi, chers téléspectateurs de Mandé TV, il est le président de l'URTEL. Bienvenue sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie. Et téléspectateurs de Mandé TV, vous savez, je suis toujours accompagné de mon chroniqueur fidèle du moment qui fait à la limite même un petit buzz. On pourra dire ça. Il s'agit de Monsieur Moussa Oulé Traoré, journaliste correspondant de Média Guinée. Moussa, bonjour. Oui, bonjour Fadima, et bonjour à la diaspora dans son ensemble, et bonjour traditionnel à cette société du côté de la Côte d'Ivoire, donc le CAM BTP, donc à son directeur M. Ali Kamara, et ainsi qu'à tous les travailleurs du côté de CAM BTP. Donc je salue également mon village d'origine, Manam Farabana, qui est à 140 km de la ville de Kankan. Alors, Moussa, on dit jamais 203, mais je pense qu'à la limite, on va s'arrêter à 3. Parce que le BTP, c'est bien, on lui salue du coucou d'Abidjan, mais qu'il ne nous oublie pas, hein, par ici, le Mali aussi, qu'il nous fasse des coucous à partir de la Côte d'Ivoire. Oui, également. Voilà, qui nous, lors de sa vitrine, il fait coucou à Mandé TV. Oui, il fera coucou à Mandé TV, Inch'Allah. Ça nous fera aussi plaisir. Téléspectateurs de Mandé TV, sans plus tarder, nous allons entamer nos dossiers. Le premier dossier qu'on a, c'est un dossier national, cher confrère Bokoum. Il s'agit du départ précipité en catimini de la MINUSMA. Pourtant, il y a un calendrier qui a été établi en accord avec nos autorités. Et fragada, on va dire la MINUSMA plie bagage plutôt que prévu et ils s'en vont. Quelle est votre lecture de tout cela? Merci beaucoup. Je crois que entre le gouvernement malien et la MINUSMA, il y a bien entendu eu un calendrier bien déterminé, bien établi par rapport à son retrait qui devrait s'achever le 31 décembre. Ce que nous constatons tout de suite, c'est que aujourd'hui, on peut dire que la MINUSMA a quitté même Kidal. Ça devrait être le dernier virage, à mon sens, qui devrait attendre vers le fin mois de décembre. Et si c'est au 1er novembre, ou en tout cas fin octobre, 1er novembre, qu'on est face à ce désengagement total de la MINUSMA, je crois que quelque part, il faut l'apprécier, à mon sens, à deux niveaux. On doit s'interroger d'abord pourquoi ce départ précipité. Ils ont leurs raisons peut-être que nous ignorons, mais ils ont tenté de donner ils ont donné des explications par rapport à la sécurisation de la vie même des travailleurs de la MINUSMA, par rapport à l'incapacité de rester dans cette zone qui est un peu difficile. Donc ça c'est les explications au niveau de la MINUSMA. Mais quant à l'État malien qui ne comprend pas du tout ce départ précipité, en tout cas chacun de son côté tente de tirer la couverture vers soi. Donc moi je pense que de toutes les façons, en tout cas il y a une résolution qui a été prise par rapport à cela, et que si la MINUSMA qui a quitté avant la date ou de façon précipitée selon les autorités maliennes, peut-être ils ont leurs raisons, elle-même la MINUSMA doit expliquer au peuple malien, à mon sens. Non, si ce départ précipité est motivé par une crainte quelconque ou par des préoccupations quelconques, je crois que l'État aussi doit donner des explications. En tout cas, nous, on observe la suite
Parce qu'aujourd'hui, je peux vous assurer que le contingent qui avait quitté Douanza depuis le 21 est arrivé aujourd'hui à Sévaré. C'est un contingent togolais. Et on a appris hier, je crois, qu'ils ont quitté le camp de Kidal. Donc, c'est pour vous dire qu'en tout cas, on est loin comment on appelle là, de ces bases, mais on observe de loin. En observant, on voit chacun de son côté essaie de se défendre, essaie de justifier les raisons pour lesquelles ils ont agi, que ce soit l'État ou l'aménagement. En tout cas, ce que je peux dire par rapport à cela, c'est que l'aménagement a quitté avant la date échue, plutôt avant la date prévue, mais l'État aussi, selon l'aménagement, s'ils n'ont pas la garantie de sécurité de leur personnel, quelque part, que je leur donne raison si cela s'est avéré vrai. En tout cas, de toute façon, le contrat n'a pas été respecté tel qu'il a été établi entre les deux partenaires. Maintenant, qui a tort, qui a raison, ça, le temps nous le dira. D'accord, merci beaucoup. Mais on a vu, hein, c'est la guerre des communiqués entre le communiqué de la DIRPA, de nos autorités, et puis le communiqué de la MINUSMA. Et puis c'est clair, comme vient de le dire beaucoup, la MINUSMA se sent en danger, ne se sent pas totalement renforcée. Moussa, est-ce que votre lecture va dans ce sens? Oui, vous savez, on est en train toujours de s'accuser entre les FAMA et la MINUSMA, mais j'avoue que ça a été quand même une décision unilatérale selon les Maliens et selon moi-même, puisque si vous regardez le contexte, les notes de la Commission de la sécurité des Nations Unies, je ne sais pas, à travers maintenant cette note 2690, donc la loi de la rétrocession des camps militaires au FAMA. Mais quand vous regardez la façon de faire sur le terrain, je vois que dans notre émission précédente, j'avais toujours dit qu'il y a anguille sous roche dans ce départ précipité. Donc, parce que c'est voulu et c'est à dessein. Donc, c'est fait pour voir le Mali agenouillé devant les terroristes, ça, il faut se dire la vérité. Et puisque on a toujours dit que si vous voulez partir d'un camp, il faut toujours donner ce camp aux forces maliennes. Mais on a vu que dans le reportage hier, j'ai suivi un reportage sur la rétrocession et on a vu que tout le matériel qui se trouvait dans le camp à Kidal, et y compris les carburants, puisque ça a été dit comme ça sur TV5, y compris les carburants. Donc les rebelles sont venus s'accaparer du camp, donc ils ont pris tout ce que l'aménagement avait laissé. Et pourtant, dans des conditions normales, il fallait laisser le camp dans les mains des forces armées maliennes. Donc c'est une fois de plus montrer aux Maliens que la volonté de l'aménagement n'était pas de sécuriser le Mali, bien entendu, parce qu'il ne faut pas qu'on se voile la face, on ne va pas regarder la communauté internationale pour ne pas dire la vérité. Donc la vérité, c'était ailleurs. Donc ils ont vu, après ce départ-là, tous les Maliens savent maintenant que l'aménagement avait d'autres missions que la protection des citoyens, puisque on ne peut pas laisser quand même un citoyen qu'on prétend avoir défendu dans les mains des rebelles. Donc moi quand même je ne suis pas d'accord. Donc ce que l'aménagement a fait, c'est paradoxalement ce qui a été conclu comme contrat. En tout cas, ça c'est votre lecture, hein, et c'est clair. Mais l'aménagement quand même, d'après ce que moi je peux entendre, se revendique une mission de la paix. Donc ne prend parti pour personne. Par contre, là où je peux vraiment être assez ferme là-dessus, c'est la rétrocession d'un OFAMA. La rétrocession. Donc si jamais ils ne rétrocèdent pas ces différents camps à l'OFAMA, à quoi on pourra s'attendre dans les jours à venir? Bon, c'est ce que j'ai dit. J'ai parlé de le temps j'ai dit que le temps va juger. De toute façon, si en principe les camps devraient être rétrocédés à l'État, ça c'est clair et net, c'est sans ambiguïté. Maintenant, elle a quitté. Sous quelles conditions? C'est-à-dire quels ont été les préalables de ce départ? Pour quelles raisons? Ils ont donné des explications pour des raisons sécuritaires. Mais est-ce que
en quittant ces camps, il y a eu un entretien préalable, en tout cas quelques échanges entre la MINUSMA et l'État. Là, je n'ai pas cette explication, je n'ai pas la réponse à cette question. Je me dis que, en tout cas, pour me prononcer sur la question, il faut que j'ai au moins le point de vue des uns et des autres. Mais par rapport aux conséquences de ce départ prématuré, ça va compliquer, à mon sens, le travail des forces de défense et de sécurité. En ce sens que ils ne sont pas au niveau du camp. Selon des informations, les séparatistes et les terroristes se sont accaparés du camp avec armes et bagages, bien que la MINUSMA rappelle qu'ils ont détruit, comme le disent leurs textes, certains équipements qu'ils ne peuvent pas transporter. Maintenant, est-ce ça c'est la réalité? La question reste à poser. Qu'est-ce que les terroristes ou en tout cas les groupes armés ont trouvé au niveau de la MINUSMA? La question reste posée, mais ce qui est sûr, ça ne va pas faciliter le travail des forces de défense et de sécurité qui devraient quand même être en possession de ces camps selon le contrat. Mais je crois que avec toutes ces démarches établies entre les deux parties, à mon sens, ça ne devrait pas être logiquement la façon de faire. Mais si cela est arrivé, mais c'est quant aux forces de défense et de sécurité maintenant de prendre des dispositions pour voir comment renverser la tendance, c'est-à-dire aller récupérer le camp de la MINUSMA à Kidal qui se trouve sur le territoire malien. Maintenant, ça, je ne suis pas dans le secret de défense, mais je sais que l'armée doit travailler à cela en principe pour que cela soit une réalité pour le bonheur des Maliens. D'accord. Moussa, est-ce que vous pensez que le ministre de la Défense des Armées, le colonel Sadio Camara, devrait sortir? Parce que c'est vrai que les militaires ne doivent pas donner toute leur stratégie, leur plan contre ce qui nous arrive au Mali, mais est-ce qu'aujourd'hui, il ne faudrait pas... Parce que les camps qui sont aujourd'hui accaparés par ces belligérants, il y a des populations tout autour, c'est la panique. Qu'est-ce qui va se passer? Ces rebelles ne peuvent pas s'éterniser dans ces camps-là. Qu'est-ce qui va réellement se passer? Ça va être de la guerre frontale ou bien il faudrait que le ministre de la Sécurité ou le ministre de la Défense puisse sortir et nous dire quelque chose? Oui, la stratégie, Fadima, c'est très simple. Il ne s'agit pas d'avoir un bac plus 15 pour analyser de la sorte. Vous savez, le Mali n'est pas à sa première trahison de la part de la MINUSMA. On a vu avec le camp des Aguelok, on a appris aussi c'était de la même manière. Donc il a fallu l'aviation malienne pour bombarder le camp d'Aguelok pour essayer de récupérer ce camp. Maintenant, pour le camp de Kidal aussi, c'est la même chose. Il faut de la même manière, ce qu'on a fait à Aguelok pour récupérer notre camp. Mais ce que je crains, c'est le peuple, la population, les citoyens qui sont à Kidal, comme vous l'avez si bien dit. Mais les rebelles vont prendre ces citoyens-là en otage comme les boucliers, c'est-à-dire pour ne pas permettre aux forces de défense et de la sécurité de bombarder, parce qu'ils vont essayer de se faufiler dans la ville comme ce qui s'est passé tout récemment avec Hamas et autres. Donc nous sommes dans une ville, donc pour pouvoir bombarder, on peut bombarder quand même le camp qui peut-être qui est un peu isolé de la ville. Mais si les rebelles sont dans la ville même, ce serait très difficile pour les forces de défense et de la sécurité maliennes pour rentrer à Kidal parce qu'on ne peut pas bombarder. Vouloir bombarder un ennemi, on risque de bombarder aussi des civils et des enfants. Et on va encore commencer à accuser parce que ça, c'est la stratégie qui est mise sur place. Il faut d'abord que ces camps-là soient occupés par les rebelles. Une fois que c'est occupé, s'il y a maintenant des affrontements entre les forces de défense et de sécurité et les rebelles, donc les rebelles vont automatiquement se replier et rentrer dans la ville de Kidal. Donc s'il y a des bombardements, on va compter maintenant les morts. S'il y a 2 ou 3 civils, on va dire que non, les Maliens sont en train de bombarder les civils et tout ça là, il faut une intervention internationale pour essayer de partager tout ça là, il faut des pourparlers. Donc tout ça là, ce sont des astuces qui ont été savamment mises sur place par la puissance coloniale. Mais bon, on sait que nous sommes les Maliens. Et nous sommes ici au Mali, nous n'allons jamais céder donc, peut-être par la pression de qui que ce soit, mais nous allons récupérer quand même Kidal.
Kidal, parce que ça a été très une surprise pour la communauté internationale de voir le Mali maintenant avec une telle fulgurante pour aller s'accaparer des autres camps qui sont dans la région de Kidal. D'accord. On a vu que la DIRPA, la DIRPA, elle donne des informations très souvent, régulièrement, des communiqués, des conférences de presse. Mais à votre avis, est-ce que vous pensez que c'est suffisant? Est-ce que les autorités ne doivent pas aujourd'hui sortir et pouvoir apaiser aussi ces citoyens-là qui sont dans le nord, qui sont dans le dénouement, parce que c'est des populations aussi, c'est des déplacés, il faut le dire. Votre avis, est-ce que les autorités, c'est ça la grande question aussi? Oui, Fadima, là-bas, il faut... C'est très simple. Nous sommes en guerre. Vous savez, entre être sans être, accepter d'être. Ça, c'est très simple. Nous sommes en guerre. Nous voulons notre souveraineté. Et notre souveraineté dépend de Kidal. Parce que pour recouvrir notre souveraineté territoriale. Donc maintenant, pour ce faire, vous savez, je m'en vais toujours prendre l'exemple sur la Guinée, qui a été d'abord le seul pays qui a mis fin aux rébellions sans négociation, qui a été attaqué par des fronts, à partir de la Sierra Leone de l'autre côté vers Conakry au sud-est, à l'ouest, et au sud-est par le Libéria. Maintenant, il faut regarder. Le général Conté, à l'époque, avait demandé au peuple, aux citoyens qui sont là-bas, tous ceux qui se sentent quand même guinéens, doivent essayer d'évacuer, parce qu'on a ouvert un couloir pour pouvoir permettre à la population d'abord, parce qu'on va reconstruire Kidal. Il faut bombarder, même si les rebelles là entrent dans les maisons, il faut d'abord essayer d'évacuer la population, donc les sécuriser. Et maintenant, tous ceux qui resteront dans la ville de Kidal, on va les considérer comme des terroristes. Oui, donc, ça, là, je ne suis pas d'accord avec vous. Mais si on ne fait pas cela, on ne peut pas prendre le peuple comme bouclier. Ça ne devrait pas être mais ça, c'est la stratégie. Ça ne devrait pas être la stratégie. En tout cas, c'est une mauvaise stratégie de prendre la population aussi, comme bouclier humain. Mais moi, je pense que l'armée doit avoir des méthodes plus professionnelles. Au lieu de bombarder une ville, on a vu, ils ont récupéré l'autre côté, là, comment on appelle ça, là, vers Bourem, là. Ber, ils n'ont pas bombardé sur la population. Oui, mais ils ont pu trouver des stratégies, mais là, c'est autre chose. Voilà, mais s'ils sont là-bas, c'est des stratégies militaires, c'est eux qui savent comment ils vont procéder, mais je suis sûr qu'ils ne vont pas bombarder la population. Non, on ne bombarde pas une population. On lance, vous savez, elle a parlé de communiquer. Oui, je suis d'accord, parce que le point, d'abord, il faut prendre d'abord la sensibilité de Kidal. Les rebelles ont compris qu'on a pris Aguelok, on a pris Ber, et on a pris d'autres anafis. Maintenant, la dernière tranche aujourd'hui, c'est Kidal. Donc, si Kidal tombe dans les mains du Mali, et c'est fini, et le Mali a récupéré maintenant son territoire. Et c'est la vérité. Et si Kidal tombe encore, les rebelles ont échoué pendant plus de 10 ans de terreur et d'autres. Donc, ils vont toujours mettre les stratégies avec peut-être les puissances qui sont derrière, je ne citerai pas les noms, mais quand même pour le Mali, c'est aussi stratégique. Donc, même si, parce que je dirais, même s'il fallait bombarder Kidal, il faut le faire pour récupérer, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Et c'est une question de vie ou de mort, ou de la souveraineté du Mali. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Justement, par rapport à cette spéculation qui est de ça et là à travers les populations, parce que les populations aujourd'hui se disent, comme Moussa, je suppose, bombarder ou pas bombarder, attaquer ou pas attaquer, c'est la vraie guerre frontale qui va vraiment débuter après le départ de l'aménagement. C'est la grande question. Mais est-ce qu'aujourd'hui ce vide de communication aussi peut être tolérable? Non, pas tolérable, mais il faut que je revienne sur la stratégie de Moussa. On est quand même des hommes civilisés. Peut-être si le bombardement a pu gérer les fronts au niveau de la Guinée, frontière Libéria et Sierra Leone, je ne pense pas si ça pourrait être le cas au Mali, parce qu'on a toujours vu... Le Mali avait cette posture-là depuis les premières années de l'indépendance. C'était du bombardement. Ça, c'est l'éternel recommencement. Moi, je pense que les forces de défense et de sécurité sont très professionnelles. Ils savent comment ils ont pris les autres camps dans des difficultés. Ils ont leur stratégie à le faire. Moi, je crois à faire cela. Mais je crois que ouvrir un couloir, c'est très important, c'est intéressant. Mais donner une date butoir, celui qui est resté, quand même, il est considéré comme tel ou tel. Là, je ne vois pas ça de telle vision. Mais il y a des gens qui sont liés à leur, ils vont mourir là-bas et qui ne quitteront pas. Ça ne veut pas dire qu'ils partagent la même idée que ceux-là qui sont venus occuper. En fait, la population, c'est une simple victime.
Elle n'a pas le choix. Chacun veut, c'est-à-dire chacun veut prendre cette population comme arme, entre guillemets, c'est-à-dire en les prenant comme bouclier. Oui. Je viens. En tout cas, moi, je ne pense pas si bombarder la ville après les deadlines serait la solution. Maintenant, par rapport à la communication, vous savez, on est dans une période où chacun communique en sa faveur. C'est la guerre des ondes, la guerre communicationnelle. On vit de ça, que ce soit à l'Occident ou ici, chacun le fait. Moi, je crois que l'autorité malienne, c'est vrai, la DIRPA est en train de communiquer de temps à autre, mais je crois qu'il faut développer d'autres méthodes pour permettre aux uns et aux autres de comprendre ce qui est en train d'être fait, ce qui se passe et comment les gens doivent se prendre pour vraiment récupérer définitivement le territoire du Mali. Mais je ne pense pas si bombarder systématiquement soit une solution. C'est assez évident que ce n'est pas la solution. Hein. Il faut être assez civilisé quand même pour ce cas. Mais moi aussi, la question que j'ai envie de poser, et puis peut-être que je vais rejoindre Moussa là-dessus, c'est que est-ce que c'est pas aussi la stratégie de ces belligérants d'aller s'accaparer du camp? Parce que si on va s'accaparer du camp, ça veut dire qu'on va s'implanter et on est prêt à avoir un truc frontal sûrement. N'oubliez pas, aller s'accaparer du camp de la MINUSMA, en fait, c'est pas négocier, c'est pas une forme de négociation par rapport au camp, je suis parfaitement d'accord, mais pas par rapport à la population. C'est de ça que je parle. Ce que M. Bokoum oublie, nous sommes... il faut regarder autour de nous très facilement ce qui s'est passé entre les Hamas et dans la bande de Gaza, entre Israël et Palestine. On est venu bombarder pour la première fois les Israéliens et maintenant on s'est replié pour maintenant se faufiler dans les grandes villes, maintenant entre les citoyens et tout ça là. Parce que les Israéliens n'avaient pas de choix, il fallait bombarder les emprises de terroristes. Donc maintenant, est-ce que c'est la solution? Est-ce que c'est la solution? Ça, c'est la position. Ce n'est pas la solution. Attendez, c'est la position. Non, ce n'est pas la solution. C'est une stratégie qui ne paye pas. Non, vous savez, ce n'est pas la solution. Mais on dit par manque. Parce que une fois, imaginez, une fois les rebelles ont pris ce camp et se replient aussi dans la ville de Kidal. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? On sait que si on va maintenant de faire un affrontement terrestre, ce serait très difficile d'entrer à Kidal parce qu'ils vont mettre des boucliers et tout cela. Maintenant, et si on va aussi avec les vecteurs aériens, ça sera aussi très difficile parce qu'on va bombarder aussi la situation, les citoyens. Donc maintenant, il faut trouver des moyens et ces moyens-là, on n'a pas le choix. Il faut demander au peuple de sortir à Kidal, donc pour pouvoir récupérer Kidal. En tout cas, je sais que l'armée a sa stratégie. Je pense que votre solution est quand même rude. Peut-être que c'est une solution ou pas, mais on verra bien. En tout cas, c'est un dossier à ce qui nous concerne qu'on va suivre de très près. On le met de côté, on prend le dossier sur l'EDM. On a vu la sortie de Madame la ministre, on a vu énormément de communication à ce sujet. Par contre, le dossier de l'EDM, on est obligé de le maintenir sous le coude parce que jusque-là, on a des délestages incompréhensibles, intempestifs. Les gens n'en peuvent plus, les populations suffoquent, les petits commerces subissent de plein fouet tout ce qui se passe. Beaucoup. Bon, je crois que le problème du Mali, ça fait partie des véritables problèmes du Mali aujourd'hui. Ce n'est pas qu'à Bamako, nous sommes de l'intérieur. À Mopti, on vit la situation depuis près de 2 ans. Peut-être c'est maintenant que Bamako a goûté à ce délestage intempestif. En tout cas, nous sommes là-dedans depuis près de 2 ans. Il y a eu des mouvements, il y a eu des jeunes qui ont été emprisonnés pour ça. On nous a promis des solutions. Avec la biennale, le courant est revenu pendant la période. 1 mois après, voilà, c'est parti, paf. Bon, moi, je crois que ce problème, ce n'est qu'un problème d'argent. Qu'on le dise ou pas, c'est un problème économique. Le problème de l'énergie. Et ça devrait être l'une des priorités des décideurs pour trouver la solution à ce problème. Parce que aujourd'hui, l'énergie n'est plus un luxe. Ce n'est plus un luxe pour l'humanité, surtout pour les Maliens quand même. C'est-à-dire c'est un moyen
qui nous permet de vivre d'ailleurs aujourd'hui. Parce que ce problème, façon dont il est en train de prendre de l'ampleur, si rien n'est fait, ça risque d'amener d'autres tensions qu'on ne souhaite pas. En tout cas, le problème, il est entier, il est réel, il est palpable. Qu'est-ce qu'il faut faire? Trouver des solutions endogènes. En tout cas, on a vu la sortie du ministre qui a donné sa part de vérité, nous le disons ainsi. On a vu les syndicats qui sont sortis, qui ont dit ce qu'ils pensent être la réalité. Entre ta vérité et la mienne, il y a une vérité. En tout cas, ce que nous, population, nous remarquons, nous constatons, c'est qu'il y a un problème d'électricité. Les Maliens n'ont pas besoin de carburant ou en tout cas de groupes, mais les Maliens ont besoin d'énergie avec lequel ils travaillent. Donc c'est ça notre objectif. Ce n'est pas que X ou Y a amené ceci ou cela, ou X et Y est responsable, n'a pas rempli sa part de contrat, mais nous, ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est d'avoir de l'électricité. Les Maliens ont besoin d'électricité. Donc ce problème doit être pris à bras le corps. D'accord, voilà. Ce problème doit être pris à bras le corps. Moussa, vous le prenez à bras le corps, je suppose. Oui, M. Bokom, je veux d'abord répondre peut-être à une de ces réponses par rapport à cette question d'énergie et de Mali, et que c'est un problème d'argent. Moi, ce côté-là, ce n'est pas un problème d'argent. Pour toi, hein? Voilà, donc j'ai mes raisons, je vais évoquer. Peut-être les Maliens sauront que le problème énergétique au Mali actuellement... Pas qu'un problème d'argent. Ce n'est pas qu'un problème d'argent. Okay. Voilà, donc c'est très simple. Si vous regardez les contextes, selon ce que nous avons appris, que la Côte d'Ivoire donnait une partie de son courant aux Maliens. Je ne sais pas si c'est 75 MW ou 100 MW. C'est que la Côte d'Ivoire donnait aux Maliens, vendait aux Maliens. Maintenant, la Côte d'Ivoire a retiré sa part maintenant qu'elle donnait aux Maliens. Et c'est cette part-là qui servait les régions du Mali, Sikasso et autres. Voilà. Donc maintenant, à Bamako ici, vous savez, le Mali a 2 barrages. Et tous ces 2 barrages-là sont des barrages qui ont été construits par OMVS, Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. Et d'abord, tous ces barrages-là aussi sont construits aussi sur une branche de ce fleuve Niger, qui est le fleuve Bafing. Donc, Selengue qui est là, le barrage de Manantali qui est là, et qui est 200 MW, et d'autres barrages aussi qui est 160 MW. Donc, si vous ajoutez, notre problème, c'est un problème de fourniture. C'est que la demande est supérieure à ce que nos courants ou nos barrages nous donnent. Donc, maintenant, aujourd'hui, on a vu que pour pouvoir combler ce vide, il faut la construction de nouveaux barrages. Donc l'État nous amène, parce que avec le groupe électrogène, vous avez vu quel pays qui fonctionne avec le groupe électrogène? Ça n'existe même pas. Mais le groupe électrogène là viennent seulement pour essayer de combler certains vides. C'est ce que l'État ne peut pas expliquer aux gens. Puisque vouloir expliquer à un peuple affamé du courant actuellement, en disant que oui, il faut attendre encore 2 ou 3 ans pour nous permettre de faire une étude de faisabilité pour la construction d'un nouveau barrage, maintenant sur tel fleuve, et d'abord l'étude du terrain va prendre au moins 1 an, et maintenant la recherche comment dirais-je, du financement pour la construction de barrage aussi va prendre encore d'autres années, et l'État est incapable de nous expliquer que franchement la demande aujourd'hui au Mali maintenant est supérieure par rapport maintenant au courant, au mégawatt qui est disponible sur le terrain. Donc c'est le vrai problème aujourd'hui. Sinon, il ne s'agit pas de voler. Et le EDM, il y a eu toujours des vols. Depuis 1992, on évoque toujours des vols. Et les directeurs qui se sont succédés, maintenant, on les a tâchés chaque fois, maintenant du vol à chaque fois. Et l'EDM n'avait pas eu ce problème. Donc maintenant, le problème qui est là, c'est l'eau se raréfie dans le fleuve Niger. Et ça a diminué fortement les mégawatts
condamné. Et de l'autre côté, l'interconnexion aussi a failli. Donc le Mali se trouve dans le pétrin énergétique. Donc pour pouvoir nous relever, il nous faut un nouveau barrage obligatoirement, ou il nous faut encore des centrales solaires, ou je ne sais pas quoi. Éoliennes peut-être, mais qu'on ne nous parle pas de nucléaire qui ne verra jamais le jour avant 500 ans. Bon, donc, ça, pour la dernière, quand même, c'est votre lecture, mais beaucoup, comment vous pouvez savoir ça? Mais quelque part, on peut rejoindre Moussa, parce que si nous regardons nos villes, nos quartiers, elles ont tendance à s'élargir. L'urbanisation prend de plus en plus de terrain. Les gens construisent, la diaspora revient, les populations, ceux qui étaient jeunes deviennent des adultes. Tous, il y a un bouillonnement, les gens veulent investir aussi. Mais est-ce que l'EDM aujourd'hui a cette capacité? Est-ce que réellement, comme Moussa le dit, ce n'est pas la construction des barrages qui sera la vraie solution? Là où je suis d'accord avec lui, c'est la demande excède l'offre. La demande dépasse l'offre. Le tout tourne autour de cette question financière. Pour construire un barrage, il faut combien? Non, mais c'est question de volonté aussi. Hein. Oui, il y a la volonté politique qui est là. Il y a des questions de gestion qui sont là, mais le tout est soutenu par des questions financières. Il vient de dire que rechercher un partenaire pour construire un barrage, c'est quoi? On va chercher tous les partenaires. Bon, ça c'est autre chose. Ça c'est notre domaine. Hein. Le tout tourne autour des questions financières. Tu as beau faire des études, tu as beau avoir la volonté politique, si les finances ne sont pas au rendez-vous, tu n'as que de papier avec toi. Je viens. Vous seriez d'accord avec moi que gérer, c'est prévoir. Justement. Et l'administration est une continuité. C'est là où je parle du problème de gestion. Quand on parle de gestion, ce n'est pas ce qu'on fait. Gérer, c'est prévenir. Gouverner, c'est prévenir. Donc, il y a une question de gestion qui est là. Est-ce que la volonté politique est là? Maintenant, les groupes dont vous parlez, c'est des alternatives. Oui, c'est des alternatives. Ces alternatives-là, qu'est-ce qui les fait fonctionner? C'est du carburant. Mais on est tout à fait d'accord avec maintenant, il faut qu'ils comprennent que c'est des questions financières, mais sur lesquelles on ne doit pas se limiter seulement. On doit revoir la gestion de façon globale. On doit avoir la volonté politique et faire de ce problème d'énergie une priorité des priorités aujourd'hui au Mali. Parce que c'est ça qui, en tout cas, ce que je vois venir, c'est que à un moment donné, les populations ne pourront plus supporter. Surtout que, bon, heureusement, on est en train de rentrer dans la période froide. Mais j'espère que cette volonté politique est là. J'espère que la gestion et au niveau opérationnel et au niveau politique va être assainie. Et je crois qu'en ce moment, les deux, trois réunis, on pourra trouver une solution. Sinon, c'est pas bon. Beaucoup, mais je crois que vous êtes en train de nous rejoindre. Mais beaucoup me doit essayer de nous dire encore plus, de nous en dire plus, puisqu'il s'agit de la vie de la nation malienne. Vous savez, nous sommes habitués, on a fait les 10 ans. Moi, je suis venu au Mali en 2006, j'ai fait tout ce temps de temps d'ATT, on n'avait pas vu maintenant ce genre de coupure. Vous savez, j'ai évoqué le cas des barrages qui sont construits au Mali. Maintenant, d'abord, le premier barrage que j'ai essayé d'évoquer, c'est 200 MW. Et les 200 MW là, ça n'appartient pas aux Maliens. Le Mali a 50% de ces 200 MW là. Et les autres, c'est pour la Mauritanie et le Sénégal. Donc, le deuxième barrage qui est là, le barrage Jama, maintenant qui a une capacité de 160 MW, maintenant, il y a une part égale entre ces trois pays, la Mauritanie, le Mali et le Sénégal. Donc maintenant, tout l'ensemble de courant fourni par les barrages construits au Mali sur le fleuve Bafi ne dépasse pas 500 MW. Et aujourd'hui, le Mali a besoin de plus de 2000 et quelques MW. Donc il faut regarder, le Mali n'a pas 500 MW en sa possession, mais le Mali a besoin de plus de 2000 MW. Et mais si vous prenez par exemple les potentialités maliennes en hydrocarbures, hydroélectriques, aujourd'hui, ça ne dépasse pas 1000 MW. Maintenant, sur le fleuve qui traverse le Mali. Donc aujourd'hui, la seule alternative des Maliens, moi j'ai eu à parler avec un ministre, maintenant qui a été visiter la Guinée, maintenant qui a une potentialité de 7000 MW. Donc pour le moment, soit
il faut attendre la construction maintenant du barrage de Kukutamba, maintenant en Guinée, qui fait 300 MW. Et d'abord que le financement n'a pas commencé d'abord, il faut attendre 5 ans plus, ou bien il faut pouvoir maintenant faire une étude de faisabilité sur le terrain pour pouvoir construire un petit barrage maintenant de 100 à 60 MW pour essayer encore de combler maintenant certains vides. Parce qu'on sait que pour aujourd'hui, le groupe électrogène dont on nous fait cas, ça ne pourra jamais arranger les Maliens. Et on a besoin de plus de 1000 MW et que les groupes électrogènes ne vont jamais avoir 1000 MW. Et même si vous dites que l'EDM, ce qui me fait mal, c'est qu'on mette d'abord dans le dos de l'EDM que d'abord le délestage au Mali, c'est l'EDM et c'est archi faux. EDM n'est pas seulement la solution. Il faut d'abord donner le courant requis à l'EDM. Et l'EDM n'est qu'un fournisseur, c'est vendre le courant. Mais pour la production, ce n'est pas EDM qui produit le courant. Donc il nous faut des productions et c'est l'État qui doit nous donner maintenant ces choses-là pour pouvoir fournir les Maliens maintenant le courant. Donc pour vous dire que ici, c'est la volonté politique du gouvernement. Et si on a tendance à chercher tous nos partenaires, et aujourd'hui le pays est fermé, et vous-même, M. Bokoum, vous savez que maintenant nos femmes qui sont dans les marchés et qui faisaient des bissables et des petits commerces, mais aujourd'hui, tout est arrêté. Et les tailleurs maintenant qui sont dans les quartiers et qui payent jusqu'à 100 000 francs le loyer et maintenant attendent ce courant-là pour pouvoir fonctionner leur petit commerce et leur petite entreprise. Et aujourd'hui encore, ceux qui font aussi les glaces ne fonctionnent plus. Maintenant, les soudeurs aussi attendent le courant pour pouvoir faire... Maintenant, tout est arrêté. Il faut qu'on nous dise la vérité. Maintenant, à quand une volonté politique pour la construction de nouveaux barrages au Mali? Merci beaucoup. Il vient de parler des conséquences, tout le monde, même nous les médias, on dépend en grande partie de cette... Il ne faut pas nous oublier quand même. Nous aussi, on souffre de cela. Mais il faut savoir que pour construire un barrage sur un fleuve, il faut l'accord d'un certain nombre de pays qui profitent aussi de ce fleuve. Ça ne vient pas comme ça. Je ne suis pas spécialiste en la matière, mais ce qui est sûr, le Mali ne peut pas se lever aujourd'hui pour dire donc, je vais construire un barrage à tel ou tel lieu sans pour autant concerter les pays limitrophes chez qui le pays, le fleuve aussi traverse. Donc c'est ce que j'ai dit. Je crois qu'on parle de la même chose mais de façon différente. D'accord. Mais la grande question aujourd'hui, que quand à entendre, en consultant les spécialistes et tout, on sait très bien qu'il y a un déficit en termes de production énergétique au Mali. La question qu'on doit aujourd'hui se poser à tous, vraiment, et à tous les niveaux, c'est de savoir jusqu'à quand on va continuer à fournir l'électricité aux Maliens à travers les carburants. Parce que tout de suite, vous venez de dire que, heureusement qu'on est dans la période froide, la période chaude, c'est très bientôt, hein, c'est dans moins de 6 mois. C'est-à-dire, c'est là où je parle de la volonté politique. Il faut multiplier les sources. On a la chance d'avoir le soleil avec nous. On a la chance d'avoir le vent. C'est-à-dire que c'est des stratégies qui sont là qu'il faut développer. Donc, s'il n'y a pas une volonté politique pour développer ces stratégies, je suis sûr et certain qu'avec le carburant, on ne sortira pas de l'ornière. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut multiplier ces initiatives-là. C'est-à-dire, même en Europe, il y a des pays, il y a certaines villes allemandes qui sont 100% solaires. Est-ce que l'Allemagne a plus de soleil que nous? Donc il faut, c'est-à-dire une véritable volonté politique, avoir quand même d'autres sources énergétiques qui ne soient pas, comment on appelle, le carburant. Tout à fait. Donc, déjà à savoir que le carburant, les prix le carburant est cher. Avec la crise mondiale là, on ne parvient pas à avoir le carburant moins cher. Deuxièmement, même si tu l'as, comment ça va venir? Troisième. Donc c'est-à-dire c'est un truc géopolitique qui est là, qui affecte notamment plusieurs secteurs. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que les autorités doivent faire? Il faut, comme je l'ai dit, multiplier des sources de fourniture d'électricité, qu'on sorte systématiquement, qu'on sorte quand même de cette histoire de groupes de carburant. Ça n'arrange pas, parce qu'à chaque fois, c'est des problèmes qui vont venir. Donc, c'est là où j'interroge vraiment la politique
étatique par rapport à cela. Qu'est-ce que l'État prévoit? En tout cas, la proposition que moi je vois à mon sens, qui puisse nous sortir de là, c'est d'explorer d'autres sources de fourniture d'électricité qui ne soient pas que les groupes. Donc, et ça ne peut pas aller sans la volonté politique, et l'État seul ne peut pas le faire. Il a évoqué le partenaire. Maintenant, quel type de partenariat on va mener, avec qui et sous quelles conditions? C'est là où la volonté politique va venir. En tout cas, on attend à ce que cette volonté politique puisse se faire le plus rapidement possible. Ça, c'est vrai, parce que les porte-monnaies... Assez rapidement alors. D'abord... Le problème de volonté qu'il a évoqué, c'est très bien. Mais on a vu que le gouvernement, actuellement, on a focalisé tout dans l'armée et interjecté tout dans l'armée. Et c'est ce qui nous a... c'est ce qui fait aujourd'hui qu'on n'a pas d'autre volonté. C'est comme si le Mali n'a qu'une seule mission aujourd'hui, reconquérir maintenant le nord du Mali. Et c'est vrai, c'est la volonté... En tout cas, c'est la mission, la mission qui prédomine, Moussa. Oui, c'est la mission qui prédomine. Merci. D'oublier d'autres secteurs. On est en train de voir les camps militaires qui sont en train de prendre aussi des... Moussa, merci beaucoup, merci beaucoup. On va essayer d'avancer dans notre dossier. Voilà, le dossier EDM, chers téléspectateurs de Mandé TV, nous ne le lâchons pas. Nous allons le suivre toujours de très près parce que, voilà, nous en pâtissons tous et vraiment, on exhorte tout le monde toujours à rester serein, à être toujours auprès de nos autorités. J'en suis sûre, je suis sûre avec mes collègues ici, qu'ils essaieront de trouver des solutions assez rapidement, surtout avant les grandes chaleurs. Alors, ce dossier, on le met de côté. On a un autre dossier, chers collègues, confrères. Voilà, c'est le dossier qui a surgi d'elle-même sur les réseaux sociaux. Il s'agit de cette forme de corruption qui ne dit pas son nom au niveau de nos administrations, il faut le dire clairement, qui a toujours existé, mais là, quand même, ça a fait un bond. Surtout par les temps qui courent, les gens, ils ont des porte-monnaies assez vides, hein, assez maigres. C'est surtout dû au recrutement de l'armée qui s'est fait dernièrement. Il y a une volonté de cette jeunesse qui veut renforcer nos armées et puis aller combattre pour le territoire malien. Mais en même temps, il y a des fonctionnaires véreux, il faut le dire carrément, qui ne sont pas assez dignes de ce poste-là, qui se permet de corrompre, de pousser à la corruption les jeunes recruteurs. Quel est le message que nous, en tant que médias, on doit pouvoir le dire? Vous le dites sûrement dans vos radios. D'entrée de jeu, je dirais que ce phénomène a toujours existé. On a toujours attiré l'attention de qui des droits par rapport à la délivrance de ces pièces-là qui constituent un droit pour le Malien. Quand on prend la question des cartes d'identité nationale seulement aujourd'hui, quel est ce commissariat ou en tout cas cet arrondissement au niveau de cette sous-préfecture qui donne la carte d'identité à 1750 ou 1800 comme ça, je crois que 1750. Je ne dirais pas qu'il n'y en a pas, mais c'est très rare. Les gens ont pris des cartes d'identité ici à 10, 15, 20 000 francs. On a attiré l'attention des autorités. À chaque fois, on nous dit que nous ne sommes pas au courant, on va prendre des dispositions. Heureusement que maintenant, à quelque chose, malheur est bon. Parce que c'est ce recrutement qui a mis au grand jour cette corruption dormante, ou en tout cas qui était un peu cachée à un certain nombre de Maliens, ou en tout cas à un certain niveau, au niveau de l'administration, c'est ce qu'ils nous disent. Mais aujourd'hui, ce que nous avons toujours dénoncé, a vu le grand jour aujourd'hui. Maintenant, c'est-à-dire, pour ces problèmes-là, ça nous permet de corriger cette situation. En faisant quoi? C'est-à-dire qu'il ne faut pas aller avec la carotte et le bâton. Si on veut finir avec ce problème, il faut sévir. Je suis d'avis à ce qu'on sévisse les auteurs de cette pratique. Parce que le jeune Malien, d'abord qui n'a pas d'emploi, leur priorité c'est de chercher de l'emploi. Deuxièmement, c'est pour aller défendre leur pays. Troisièmement, on sait dans quelles conditions ces jeunes se trouvent, dans quelles conditions sa famille se trouve. La plupart des cas, on trouvera que c'est des jeunes diplômés même qui n'ont pas eu quelque chose. Et si ces jeunes qui ne veulent pas rester à la maison prendre du thé, ils veulent
s'engager à l'armée, en tout cas, ou bien servir leur pays, et que ceux-là qui ont eu la chance d'avoir une prérogative, une petite gestion à un certain niveau du pays, veut cultiver, en tout cas, maintenir la corruption à ce niveau, moi je crois qu'il faut sévir très fort. Ça, il n'y a pas d'état d'âme. Sinon, beaucoup de gens sont au courant et au plus haut sommet que cela a toujours existé. Souvent, on nous dit que le pactole est partagé par-ci ou par-là. Ça, on ne le sait pas, on n'a pas pu vérifier, on ne le confirme pas. En tout cas, ce qui est clair et net aujourd'hui, cela est sorti au grand jour et tous les Maliens se sont rendus compte que en demandant un certain nombre de documents pour le citoyen malien, quelque chose qui est leur droit, il y a une corruption grandissante autour de la livraison de ce document. Merci beaucoup. Moussa, je me retourne vers vous parce que je sais qu'on en a parlé un petit peu dans notre préparation, évidemment, de la rédaction. Et vous êtes allé fouiller, vous êtes allé voir. Aujourd'hui, le constat sur le terrain, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a réellement dans nos administrations? Oui, Fadima, c'est lamentable. Mais je vais d'abord citer cette citation de Jules César qui disait qu'il y a dans les affaires humaines une marée montante qu'on la saisit au passage. Maintenant, nous mène à la fortune, qu'on la perd et tout le bateau s'épuise dans le bas-fond et dans la détresse. Là, je me limite là. Maintenant, c'est comme si ces administrateurs qui délivrent ces différents papiers, c'est maintenant ou jamais. Donc, pour s'enrichir. Imaginez, il faut aller voir pour avoir au moins un certificat de nationalité. Et on va te dire 20 000 à 30 000 francs. 40 000 francs. Aujourd'hui, c'est difficile aussi à voir. Et si vous payez encore l'argent, et demain ou après-demain, vous venez récupérer, on va vous dire que non, il y a eu de l'embouteillage, et tous ces papiers-là sont mélangés, on ne les retrouve pas. J'en ai été victime. Donc, parce que j'ai accompagné quelqu'un. Donc j'ai vu et j'ai payé l'argent parce qu'il n'y a pas de corrupteur sans corrompu. Tu as payé combien? Oui. Mais Moussa, on doit normalement taper. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous dénoncez, on vous met... Il faudrait dénoncer. Attention, au pays actuellement, vous dénoncez, on a vu les dénonciateurs. Parce que nous, dans les conditions normales, nous sommes les virgiles de la démocratie et nous sommes les garants même de la corruption. C'est-à-dire être le baromètre même de la corruption. C'est-à-dire être le dénonciateur et nous faisons les alertes. Mais aujourd'hui, on a l'impression que si vous faites alerte aujourd'hui, mais vous êtes Moussa, c'est pas, je suis désolé, Moussa, c'est pas une raison. C'est pour vous dire que quand on a alerté. On va pas alerter. On a vu tous ceux qui ont alerté sont au MCA. Donc moi aussi, je ne vais pas ajouter. Donc pour vous dire que aujourd'hui, la situation est lamentable. Et ces cadres-là qui sont payés, qui sont dans les mairies et qui sont dans d'autres structures qui délivrent ces papiers. Et on a vu, vous avez dit le prix d'une carte d'identité aujourd'hui, mais il faut aller derrière une carte d'identité aujourd'hui. Et pour l'avoir, il te faut au moins 45 000 francs. Donc, CFA, et quelqu'un qui n'a pas d'argent, et par manque d'argent, on veut se lancer, on veut avoir ce concours-là pour être dans l'armée. Et c'est peut-être par manque de moyens. Et il y en a des gens qui ont vendu leur bœuf et d'autres ont vendu l'unique mouton qui était dans leur maison et on a vendu cela et pour pouvoir maintenant se procurer des papiers. Et ces papiers-là, on les retrouve. Et maintenant, on les tâche de tout ça là. Et après maintenant, le concours, on va dire qu'ils ne sont pas admis. Et on a vu des jeunes gens aussi qui ont passé toute la nuit dans les différents camps. Parce que moi, j'habite auprès du camp Para. Et j'ai vu tout cet engouement qui était là-bas, maintenant des jeunes qui veulent aller. Parce qu'ils n'ont pas d'espoir maintenant dans le pays. Et on n'a pas maintenant cette ouverture pour les jeunes de créer des entreprises. Et donc c'est pourquoi les jeunes aujourd'hui veulent être dans l'armée, c'est dans le désespoir. Et mais si l'obtention des papiers aussi coûte plus cher que le recrutement, donc on ne sait plus où aller. Donc le pays, c'est pourquoi aujourd'hui, si vous verrez dans les jours à venir, les gens qui vont se donner à mort, qui vont se tuer pour désespoir, maintenant ça ne vous étonnera pas. En tout cas, non, Moussa, merci pour ce plaidoyer. Moussa, comme d'habitude, arrive toujours à trouver le moyen pour taper fort. Mais en tout cas, on interpelle les autorités, surtout les administrations.
Et ces jeunes, il faut juste compatir à leur volonté, les soutenir. Et aussi faire ce qu'on peut. La moindre des choses, c'est de pouvoir délivrer. Ces jeunes-là, c'est nos frères, c'est nos sœurs, c'est nos enfants, c'est la génération future de demain. Nous, on partira et puis demain, ce seront eux. Si déjà, dès le départ, ils sont amenés dans la corruption, ça veut dire que même eux, quand ils seront recrutés, ils feront de même parce qu'ils diront qu'ils ont souffert avant d'avoir ce poste-là. Donc ici, on interpelle vivement nos autorités de prendre à bras le corps ce problème-là. Voilà, ce dossier, il est bouclé. Nous avons un petit dossier, un grand dossier. Un grand dossier. Voilà, un grand dossier. Voilà ce qui emmène notre confrère beaucoup un petit peu sur le plateau pour nous accompagner dans ce décryptage. Et aussi, on vous a vu tenir une conférence de presse à la Maison de la Presse. De quoi il s'agissait? Eh bien, l'objet de cette conférence de presse, c'était d'apporter des clarifications par rapport à une déclaration qui avait été lue vers le 17 ou 10, bon, en tout cas qui avait été lu sur les antennes de la télévision nationale par la haute autorité de la communication à travers son président, qui avait réagi à son tour à un communiqué que nous-mêmes nous avions diffusé pour condamner l'envoi de notifications de fermeture aux radios privées qui sont à travers le Mali et qui sont en retard de paiement des redevances redevances de fréquence. Donc nous avons, en fait, le problème il est là, il est réel, mais on avait commencé avec des pourparlers, des plaidoyers pour tenir compte de la situation de ces radios qui se trouvent dans des difficultés cruelles, radio et télé bien sûr, surtout à l'intérieur, notamment au centre et au nord du pays, à qui c'est la loi, il faut le dire, hein, c'est une loi malienne qui a été votée, qui demande aux radios de s'acquitter de leurs redevances chaque année. Donc depuis le début du processus, ça a trouvé que le Mali même, le pays même est dans des difficultés. Parce que depuis après le coup d'État de 2012, on est resté dans la crise jusqu'à nos jours. Maintenant, à partir de 2018, où la mise en conformité était censée prendre fin, les choses se sont précipitées encore dans le domaine de la détérioration de la situation. Et cela a affecté tous les secteurs. Alors que les médias qui sont dans nos différentes communes, dans nos différentes localités, hein, dépendent en partie de ces services sociaux de base qui sont là, de l'État qui est présent, qui est notre premier partenaire d'ailleurs, des autres partenaires de développement qui sont là, de la communauté, etc. C'est selon la typologie de la radio. Mais si le problème est venu aujourd'hui, la loi c'est la loi est dure, mais c'est la loi. Mais il y a la loi, il y a l'esprit de la loi. Aujourd'hui, nous avons dit, ce n'est pas le meilleur moment de vouloir fermer un média quelconque, pendant que les autorités ont besoin de l'accompagnement de ces médias pour contrecarrer, selon eux, des propagandistes qui est à l'extérieur, qui veulent faire du mal au pays. Maintenant, le problème a été quoi? On avait demandé un moratoire de paiement, c'est pour dire que déjà nous n'avons pas refusé de payer. On a demandé le moratoire qu'ils ont accepté sur deux conditions. La première condition, voilà, nous vous devons tel montant, voilà, nous venons d'abord dire qu'on reconnaît, voilà, on paye tel montant d'abord, et le reste, on paye de façon échelonnée. Chose qui avait été acceptée, et ils étaient déjà dans la dynamique selon ce qu'ils nous ont dit, mais après notre demande, ils ont accepté cela. Bon, nous pensons que si ce principe est là, je ne vois pas pourquoi on décide de fermer une radio. Je rappelle qu'on avait tenu une rencontre avec la haute autorité de la communication et toutes les fêtières d'ailleurs. Et on a parlé de problèmes qu'ils ont, c'est-à-dire on a proposé des solutions qu'elle a accepté, la haute autorité de la communication. Une semaine après, ils ont fait diffuser un communiqué menaçant les médias. C'est là où les différentes fêtières, notamment Lurtel, Amatel, Access et Panotech, on a fait un communiqué conjoint pour dénoncer cela. Je crois que Fadima avait signé le communiqué. Ça a un peu ralenti, on supposait les choses, mais malgré tout, nous, on continuait de dire, d'appeler nos mandants, vraiment de venir voir la HAC
de les expliquer les difficultés de la situation dans laquelle elles se trouvent, parce qu'on nous a dit que chacun est venu signer son truc. C'est l'argumentaire qui nous a avancé. Malgré tout, on parle à leur nom, mais nous aussi, on peut leur demander de venir. Bon, étant dans ce processus, on voit vers le 17-18 octobre, c'est des préfets qui nous appellent pour nous dire que bon voilà, nous avons reçu des notifications de fermeture de telle ou telle radio dans mon cercle ou dans ma localité. Moi j'ai dit mais quelle notification? C'est venu de la haute autorité de la communication. Rapidement, nous avons cherché à comprendre de quoi il s'agit exactement. Maintenant on a commencé à appeler les radios qui ont reçu, etc. On a demandé au président de nos différentes coordinations. Je vous rappelle que l'URTEL a 19 coordinations à l'image des régions du Mali, des bureaux de coordination, et chaque bureau est composé de 7 membres à l'image du bureau national. Donc on les a demandé de nous faire le point d'abord des radios qui ont reçu des notifications de fermeture, de menaces de suspension d'abord, et le 31 novembre, si ce n'est pas payé, ils vont retirer la fréquence. C'est à peu près une quarantaine, parce que je crois que 37 comme ça. Après ce point, nous nous sommes réunis, on dit bon, vraiment, ça, nous ne comprenons pas ça. On a fait un communiqué pour condamner et exiger d'arrêter la suspension. Ce qui n'a pas plu ou qui a été mal apprécié par la haute autorité de la communication, et le collège a fait une déclaration au niveau de la télévision nationale, dans laquelle déclaration il qualifiait vraiment l'URTEL de proférer des injures dans le communiqué. Il nous qualifiait de faire des invectives. Donc nous aussi, on dit non, ce n'est pas l'idée du communiqué. Le communiqué est disponible sur les réseaux partout, on a diffusé partout. On peut mettre on peut défier qui que ce soit qu'il n'y a pas des injures dans le communiqué. Comme ils ont pris l'opinion nationale et internationale témoin pour nous qualifier de cela, nous aussi nous avons organisé cette conférence pour clarifier le contenu du communiqué et réaffirmer notre position selon laquelle nous ne sommes pas d'accord à ce qu'on ferme une radio aujourd'hui. D'accord. Maintenant, le problème, c'est-à-dire on a fait le communiqué, comme ils ont dit que leurs portes restent ouvertes. Nous, après la conférence, on a fait une correspondance adressée à la haute autorité de la communication. D'accord, il y a ce problème, il y a vraiment, on se regarde en chien de faïence, mais ça ne ferme pas les portes de dialogue. On a fait la demande le même jour. Après la conférence, on a adressé à la HAC la correspondance, et aujourd'hui, nous avons été reçus par le collège de la haute autorité de la communication. Donc le dialogue est ouvert, on est en train de discuter, et j'imagine qu'en tout cas, en bon malien, on pourra se comprendre. Mais toujours, nous restons sur notre position, nous ne serons pas d'accord à ce qu'on ferme des radios et des télévisions à cause du retard de paiement, vu toutes ces difficultés, notamment l'insécurité grandissante partout. Avec l'apparition de la Covid-19 où tout était arrêté, avec ces sanctions de la CEDEAO, avec ce retrait des partenaires dont mon ami Moussa évoquait tout à l'heure, tous les partenaires sont partis, et avec l'absence de cette subvention que l'État a allouée à la presse, qui est dérisoire mais qui ne tombe même pas, et vous voulez nous exiger certaines choses, même si c'est la loi, il faut voir le contexte dans lequel nous évoluons. C'est ce que nous avons dit à la HAC. Analyser la situation, regarder la situation dans laquelle les médias se trouvent aujourd'hui, cette situation de précarité due en partie à l'insécurité grandissante qui est au Mali, surtout les radios de proximité qui sont à l'intérieur, qui sont là où l'État même n'est pas. Parce que nous avons des radios qui ont reçu des notifications que le préfet lui-même, par insécurité, n'est pas dans la ville. Il a envoyé ça à son plateau pour amener au niveau des radios. C'est pour vous dire combien, parce que tous les villageois qui devraient soutenir les radios, combien de villages se sont déplacés, ils ne sont pas là-bas. Les foires ne se tiennent pas. Généralement, c'est les dédicaces ou autres là qui font vraiment vivre les radios au niveau, l'intérieur, au plus profond du pays. Et ils ne sont pas là-bas. L'État qui devrait, notre premier partenaire, n'y est pas. Parce qu'aucun service social de base dans certaines localités, la majeure partie même, en tout cas, surtout dans les régions du centre et du nord. Donc, nous avons dit que quand vous demandez à une radio de s'acquitter de dettes de 3-4 francs, d'ici le 31 novembre,
Vous dites que vous n'avez pas fermé, vous avez suspendu. C'est pour nous dire que vous voulez fermer les radios simplement parce qu'ils ne pourront pas le faire. D'accord, voilà. D'accord. Merci beaucoup. Moussa, vous avez quelque chose à rajouter? Oui, c'est très élémentaire. On nous dit toujours, si tout le monde fait son devoir, personne ne réclamera son droit. Ça, c'est très simple. Ça, c'est une vérité vraie. Oui, c'est à rappeler à notre sœur direction, la HAC. Les subventions, comment voulez-vous que les radios s'acquittent maintenant de ce qu'elles doivent faire ou de ce qu'elles doivent donner, pendant que ce que l'État doit donner, le minimum que l'État doit donner est complètement absent sur le terrain. Et on sait comment vivre les radios. Moi, j'ai commencé par les radios et je connais maintenant les calvaires que traversent les travailleurs de ces radios. Il a parlé de beaucoup de choses. Et la HAC, franchement, doit être un organe de garant, non seulement pour les journalistes, pour les hommes de médias. Et on a vu aujourd'hui qu'il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui au Mali, que la HAC n'intervient pas. Mais s'il s'agit quand même de condamner un journaliste ou de fermer une radio, donc la HAC, elle se précipite donc, pour le faire très rapidement. Donc je vois que on va interpeller cette HAC quand même de nous aider. Et franchement, à traverser ce cap, les radios aujourd'hui, avec l'absence des partenaires sur le terrain, avec le Covid et tout ce qui s'ensuit, peu de radios sera capable aujourd'hui de combler ou bien de payer les redevances maintenant qu'elle doit payer. Donc c'est comme ça et c'est difficile. Mais la question au Mali ici, maintenant, je disais toujours ici, vous avez vu, nous sommes éclipsés par les vidéomans. Et la HAC voit cela. Et aujourd'hui, même nos communications, certains ministres se permettent même d'aller vers ces vidéomans-là. Parce que c'est là-bas, tout ça là. Merci beaucoup. Je vois que vous ouvrez une autre brèche. Oui, on va brèche, mais c'est une alerte que tout à fait. Voilà, j'adresse à l'endroit de la HAC. D'abord, pour nous aider et pour amener et pour essayer d'être toujours aux côtés de ces radios et de ces télévisions et de ces journalistes. Non, ce qui est évident et clair là-dessus, hein, c'est que tout média au niveau du territoire malien accompagne entièrement nos autorités en termes de communication. Et surtout que maintenant, il y a une guerre de communication entre le Mali et beaucoup de pays. Et tous ces médias contribuent, que ce soit les radios, la télé, la presse écrite, la presse en ligne, tous contribuent. Et pour aller plus loin que cela, malgré que ces médias ne perçoivent rien, il suffit que la DIRPA, et je le dis ici, il suffit que la DIRPA envoie un message à tous les différents médias en disant que la DIRPA tient une conférence de presse, tous les médias y vont et sont présents pour pouvoir transmettre. Donc, la HAC et nos autorités, et tout le monde doit comprendre que nous faisons notre travail dans le bon sens, vraiment. Et ces difficultés-là, elles doivent nous accompagner, elles doivent comprendre, elles doivent compatir aux réalités que les médias vivent. Les médias aujourd'hui survivent de cette situation-là. Moi, c'est ça que vraiment je pourrais rajouter. Justement, mieux, ces médias constituent de l'espoir pour tout un peuple. Parce qu'il y a des villages, n'eût été l'intervention des radios qui sont là-bas pour les rassurer, ils ne seront pas sur place. Le service public que nous faisons, l'exemple que je vais vous donner tout simplement, quand tu vas à l'intérieur, au niveau des gouvernorats, des mairies, des conseils, des cercles, tous les communiqués émanant de ces différentes structures sont diffusés gratuitement. C'est un service public que nous rendons. L'État ne peut même pas payer les services publics que nous faisons. Heureusement que maintenant, le dialogue est ouvert. On a de l'espoir et on espère que ce dialogue va continuer et on va arrêter la suspension d'émissions de ces radios et de ces télévisions. En attendant, nous allons quand même continuer. Je vous avoue, ils nous ont accueillis aujourd'hui. Ils ont écouté ce que nous avons dit. Ils ont dit les griefs qu'ils ont contre nous, on a dit les griefs qu'on a contre eux et nous avons, c'est-à-dire on avait des doléances à faire, on a fait ces doléances, d'autres ont été acceptées d'office, certaines vont faire l'objet d'études le plus rapidement que possible pour qu'on puisse sortir de là, parce que nous avons dit il n'y a pas de l'URTEL sans les radios et télé.
Surtout, il n'y a pas de hack sans les radios et télé. Oui. Donc, on est condamné à cheminer ensemble, à s'entendre pour qu'on puisse avancer et pour qu'on puisse aider les autorités à sortir de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Et nous avons bon espoir, en tout cas à l'URTEL. On a ouvert, nous sommes très ouverts, mais cela ne nous empêche pas de dire ce qui ne va pas chez nous. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Nous arrivons à la fin de notre entretien brut d'aujourd'hui. Téléspectateurs de Mandé TV, nous avons notre confrère Mamoudou Bokoum, président de l'URTEL et homme de médias. Merci d'avoir été sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie et je remercie mon confrère Moussa avec bien de choses à tous les téléspectateurs et téléspectatrices. Merci beaucoup. Moussa, on se dit à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Merci beaucoup à tous les téléspectateurs. Merci beaucoup à Bobo Dioulasso. Donc, à tous les téléspectateurs de l'autre côté. Merci beaucoup à toute l'Afrique et à la population malienne, téléspectateurs de Mandé TV. On se dit à la prochaine. Restez toujours sur les ondes de Mandé TV et allez-y sur nos pages YouTube, Facebook, Mandé TV, Reflet du Mali. Encore une fois, je remercie la régie qui a assuré cet enregistrement. On se dit à la prochaine.